Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, l'entrepreneuriat en milieu universitaire, enjeux et perspectives avec Monsieur Cheikh Oumar Soumano. Il est le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, OJEP, promoteur du cabinet de conseil en entreprise COS Solutions. Il est enseignant de l'entrepreneuriat dans plusieurs universités privées et publiques au Mali. Monsieur Soumano, bonsoir et bienvenue. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dois vous remercier et tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Ibrahim Nabiou Touré, économiste analyste. Il est le directeur technique de l'ONG IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement. M. Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir de partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre troisième invité est M. Cheikh El Mokhtar Kone, professeur d'enseignement supérieur. Il est le recteur d'ISC Business School, commissaire à la communication de l'AEPS, Association des établissements privés de l'enseignement supérieur. Monsieur Kone, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Merci à vous d'avoir accepté. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africable, du Mali et du monde entier. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous ce soir, M. Kone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre quatrième invité est Dr Tchefin Sissoko, Dr S Sciences de l'éducation, fondateur de la Fondation Les Petits Stylos, enseignant-chercheur, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres La jeunesse, l'enseignement supérieur et l'économie au Mali, paru en 2018, Penser l'État, penser la jeunesse, publié en 2016. Docteur Sissoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs ici et ailleurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir sur ce plateau. D'accord. En tout cas, il y a une constance autour de ces plateaux. C'est que tous les quatre invités, vous êtes tous des professeurs d'enseignement supérieur et je m'en réjouis. Et je crois que ça va être un plateau qui va beaucoup parler et nous allons adresser la parole au premier enseignant, à notre entrepreneur invité ce soir, M. Soumano. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat selon vous? Okay. Merci bien, M. Dissa. Encore une fois, je vous remercie d'avoir associé notre organisation, l'OGEP, à ce débat combien important. À la fois important et intéressant, bien entendu. L'entrepreneuriat, déjà, se définit comme étant l'ensemble des études et des démarches qui ont pour finalité de créer une ou des entreprises. Donc, vous allez voir que dans la définition, on voit un processus qui est un peu dynamique parce que ça nécessite déjà de faire des études. Et c'est là où, généralement, on dit qu'on fait la différence entre un entrepreneur et un détenteur de l'AGR. AGR, il faut comprendre, activité génératrice de revenus. C'est-à-dire des jeunes femmes qui vendent des fruits et légumes ou alors des boutiquiers du coin qui n'ont fait aucune étude pour savoir est-ce que l'activité que je vais mener sera rentable et va me permettre de me prendre en charge. Un entrepreneur, lui, avant de se lancer, il va d'abord réaliser des études. Donc, études de faisabilité, technologique, technique, etc. Et aussi, la rentabilité financière, elle sait, par exemple, que je vais vendre tel nombre de choses ou tel nombre de produits, je vais faire tel nombre de services. Mais au-delà de ça également, il y a l'aspect démarche. C'est ça qui fait que une entreprise qui est créée dans le cadre justement du respect des prescriptions de l'entrepreneuriat fait qu'on ne va pas aller vers une entreprise informelle. Parce que ces démarches-là, justement, c'est pour donner comment on appelle, pour que l'entreprise puisse avoir une vie juridique. Cette vie juridique, ça veut dire qu'elle sera immatriculée. Et en même moment, elle va payer les impôts. Et donc, ça va être un acteur du développement économique. Et donc, déjà, tant qu'il n'y a pas d'études et tant qu'il n'y a pas de démarche, on ne pourra pas parler d'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, c'est un processus dynamique qui a pour finalité de créer, de mettre en place des entreprises. Donc quelqu'un qui fait une activité génératrice de revenus n'est pas forcément un entrepreneur. Non, ce n'est pas un entrepreneur. On peut dire que c'est le début de l'entrepreneuriat. Parce qu'ensuite, quand il va commencer l'activité génératrice de revenus, il sera obligé de structurer à un certain moment donné son entreprise, son activité. Et cela, ce n'est pas forcément qu'on lui impose, parce que c'est pour des questions d'ambition.
Aujourd'hui, le boutiquier du coin, vous allez voir, si vous faites un peu même un regard rétrospectif sur nos grands opérateurs économiques, ils ont tous commencé petits. Et à un certain moment donné, ils ont des idées. Et tu ne peux pas arriver à un certain niveau sans se structurer. Et donc, on se met dans cette dynamique d'entrepreneuriat. Donc déjà, la définition initiale, qui est l'ensemble des études et des démarches qui ont pour finalité la création d'une entreprise et va tenir. Maintenant, activité génératrice de revenus, les gens confondent. C'est pour cela que j'ai tenu à dire, en général, toutes les activités génératrices de revenus sont informelles. Mais la particularité de cette activité informelle au Mali, c'est qu'elle n'est pas illégale, contrairement en France. Par exemple, en France, quelle que soit l'activité que vous menez, vous devrez être autorisé par l'État à travers ce qu'on appelle un document qui est un document commun qui s'appelle le registre de commerce. Et donc, en France, soit vous êtes formel, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes informel, vous êtes à la limite illégal. Par contre, au Mali, l'informel n'est pas illégal dans la mesure où l'informel paye les impôts. Donc le fait qu'aujourd'hui on leur fait payer des impôts, fait qu'ils vont penser qu'il y a un fardeau, je ne maîtrise pas cet impôt-là, et pourquoi je ne ferai pas ce que la loi me dit. Donc ils seront obligés de s'orienter vers ce que la loi leur indique de faire, qui est seulement la formalisation. Donc à ce moment-là, ils sortent de l'informel pour se retrouver dans le formel. Encore toujours avec vous, quel que soit ce type d'activité génératrice de revenus qu'on est en train de faire, quel que soit ce qu'on gagne comme argent, même si c'est des milliards, tant qu'on n'est pas structuré comme entreprise, on n'est pas entrepreneur. On n'est pas entrepreneur. D'accord. Voilà, c'est important. Et aussi, quelque chose au Mali qu'il faudrait noter, c'est que les gens ont tendance à assimiler l'entrepreneur à celui qui fait le BTP. Ça, c'est pas. Il faut que déjà cette nuance, il faut la lever. L'entrepreneur, c'est celui qui est porteur d'une petite ou moyenne entreprise. C'est-à-dire, quel que soit le secteur d'activité, qu'elle soit industrielle, artisanale, commerciale ou de service, dès l'instant que vous êtes à la tête d'une entreprise, en France, on l'appelle chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Mais au Mali, quand je vous dis que je suis entrepreneur, on a comme l'impression que la personne évolue uniquement dans le secteur du BTP. Donc, c'est cette mentalité que les gens ont tendance à avoir. C'est cette mentalité qui est ancrée justement dans la tête des uns et des autres. Un entrepreneur, c'est celui qui crée une entreprise, qui la conduit et c'est tout de suite une notion. Celui qui crée une petite ou moyenne entreprise et qui crée une grande entreprise alors. Alors, c'est la même chose. Parce que aujourd'hui, les entreprises, je dirais, il y a une espèce de classification. Vous avez ce qu'on appelle les pousses, qu'on appelle les startups, etc. Ensuite, vous avez les petites entreprises. Et en général, les critères de définition, il y en a 5. Il y a le critère de formalisation d'abord. Ensuite, il y a le critère de montant investi. Donc, si c'est petite entreprise, c'est 5 millions. Si c'est moyenne entreprise, c'est 25 millions. Et si c'est grande entreprise, c'est 250 millions. Déjà, ça, c'est le montant investi. Ensuite, il y a le critère de formalisation. Donc, ça veut dire que ces entreprises soit doivent être formalisées, soit au niveau de l'API à travers le guichet unique pour avoir le registre de commerce ou au répertoire des métiers pour les entreprises artisanales. On est d'accord? Le troisième critère, c'est le critère de nombre d'employés. Alors, si vous êtes petite, ça veut dire que vous avez moins de 10 employés, des salariés avec des contrats. Si vous êtes moins d'entreprise, ça veut dire que vous avez moins de 200. Et si vous avez grande entreprise, ça veut dire que vous avez plus de 200 employés. OK. Maintenant, le dernier critère, c'est le critère de la tenue de la comptabilité. Tenue de la comptabilité. Donc, c'est 5 critères. Je répète, critère de montant investi, critère de formalisation, critère de tenue de la comptabilité, critère de chiffre d'affaires et le critère de nombre d'employés. Alors, pour le critère de chiffre d'affaires, c'est-à-dire quand vous êtes petite entreprise, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions. Si vous êtes moindre entreprise, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 150 millions. Et si vous êtes grande entreprise, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 milliard. D'accord. Merci. Voilà les critères qui sont docteur Sissoko. Alors, cela nous amène à davantage vouloir comprendre cette notion de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Nous entendons parler de l'éducation à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? L'éducation à l'entrepreneuriat, bon, pour répondre à cette question, c'est vrai qu'il faut que je revienne un peu sur la définition classique de l'entrepreneuriat, puisque c'est la première fois qu'on entend parler de cette notion, c'est avec un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter, donc qui dit un entrepreneur, c'est celui qui mobilise ses ressources pour pouvoir transformer une idée en une innovation extraordinaire. Et à partir de là, donc, même ceux qui sont en train de développer des entreprises ou des structures ou des services dans le domaine de l'informel, on peut les considérer comme des entrepreneurs au sens classique de l'entrepreneuriat.
Dans l'entrepreneuriat, il y a des notions importantes en fait qu'il faut noter. C'est la création de valeur ajoutée. La création de valeur ajoutée. Et cette création de valeur ajoutée, ça vient justement par rapport à un besoin, à un service existant, de pouvoir transformer ce service existant pour l'améliorer, pour créer une innovation un peu importante. Je m'arrête là sur la définition de l'entrepreneuriat, puisque j'aimerais bien que cette émission soit aussi socialement utile pour nos étudiants qui nous observent, puisque il y a la possibilité de faire un glissement vers un terrain un peu technocratique pour qu'on considère l'entrepreneur comme quelque chose de technocratique qui n'est pas à la portée de tous. Les propos que j'ai envie de tenir ici, c'est de dire que l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tous, en fait. Toutes les personnes qui vous regardent, les étudiants, peuvent à un moment donné entreprendre et transformer des situations problématiques en des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème en soi, il n'y a que des solutions. Je donne un exemple pour être beaucoup plus concret. Monsieur Sissoko, oui, moi-même, quand je traverse la rue, je vois qu'il y a des bouchers qui suspendent des morceaux de viande un peu partout. Au soleil, ce n'est pas couvert, etc. C'est quelque chose qui me peine. Mais puisque ça me peine, c'est un problème. Mais quelle est la solution? Je transforme ça en quelque chose je transforme ça en un business. Il y a des mots-clés qu'il faut utiliser quand on parle de l'entrepreneuriat. En un business, ça veut dire que je crée une entreprise ou un service qui va vendre de la viande telle que je le souhaite, telle que je souhaite acheter cette viande. Et là, tout d'un coup, je commence à entreprendre. Et je commence à développer ce service beaucoup plus largement. Et ce qu'il faut comprendre dans cette dimension de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas faire de distinction entre ce qui se passe dans le monde universitaire et ce qui se passe ailleurs. Notre objectif, dans le cadre de ce débat, et je crois qu'il faut qu'on développe ensemble, c'est de faire ce lien entre le monde de l'entreprise et le monde académique, pour faire, si vous voulez, une révolution de l'entrepreneuriat au sein des universités. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vont dans les universités pour se former. Et donc, ils se forment à l'université et vont se dire, à la fin, nous allons pouvoir chercher un emploi. L'idée, c'est quoi? C'est de développer la fibre de l'entrepreneuriat dès le parcours de formation. C'est ce que nous allons appeler l'éducation à l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un vide dans le paysage universitaire. Parfois, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec nos théories, nous sommes beaucoup plus à l'aise quand il faut parler des notions diverses et variées. Mais nous le sommes un peu moins quand il s'agit de penser l'université, l'entreprise, les deux ensemble. Quand il faut penser les deux ensemble, mais finalement, si vous voulez, nous peinons à le faire. Et aujourd'hui, je pense, quand on regarde nos sociétés, puisque peut-être même qu'on aurait dû penser cela, il y a plusieurs révolutions, il y a plusieurs transitions. Aujourd'hui, il y a la transition numérique, il faudra qu'on en parle. Il y a la transition démographique, nous sommes de plus en plus nombreux et nous vieillissons de plus en plus puisque l'espérance de vie augmente. Il y a la transition écologique, regardez nos rues, dans quel état ils sont. Donc à un moment donné, il faut qu'on trouve des solutions. Et la transition pédagogique aussi, puisque à l'université aujourd'hui, il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on travaille différemment. Au regard de ces 4 transitions, eh bien, il faut qu'on aille vers une nouvelle transition aussi, c'est la révolution, ce que j'appelle la révolution de l'entrepreneuriat au sein des universités. Pourquoi? Parce que l'État peine à assurer l'employabilité, en tout cas l'insertion professionnelle à l'ensemble des étudiants, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Donc à un moment donné, il faut qu'on développe cette culture de l'entrepreneuriat pour que les étudiants puissent développer des business. Il n'est pas interdit, quand on a fait des études en sociologie, en économie ou autre, de pouvoir vendre des cacahuètes dans la rue. D'accord. Qu'est-ce que je pense? Cacahuètes, ben oui, tout le monde peut vendre des cacahuètes dans la rue. Et donc, l'éducation, c'est la valeur ajoutée. En tant que diplômé universitaire, en tant qu'étudiant, ben je vais venir, d'accord, pour voir des vendeurs de cacahuètes, mais je vais travailler avec eux puisque j'ai appris à écrire, parce que j'ai appris à utiliser un certain nombre de sources, et donc je vais créer une entreprise qui va permettre à des vendeurs de cacahuètes de travailler avec moi. D'accord. Mais c'est beaucoup plus simple. Merci, docteur Sissoko. Monsieur Koné. Alors, docteur Sissoko parle tout de suite de l'éducation à l'entrepreneuriat comme étant, en fait, toute cette technique permettant de développer la fibre de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il parle de culture de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il faut vraiment encourager l'enseignement de l'entrepreneuriat selon vous?
Alors, je pense que ISC Business School est pionnier en la matière. Nous avons vu le jour en octobre 2011. Dès 2013-2014, la première promotion de licence formation continue devrait être mise sur le marché. Je tiens à signaler que l'arrêté 2012-1915 et 1916 qui régissent, comment ça s'appelle, la délivrance des diplômes, des licences professionnelles ou des licences de recherche ne spécifie à aucun moment qu'il faudrait passer par une soutenance quelconque pour avoir droit à son diplôme. Mes étudiants seront surpris. Au niveau des établissements privés ou même publics? Privé et public. Okay. La soutenance, je le répète, n'est pas obligatoire pour la licence. Mais nous avons trouvé cela trop facile. Parce que nous-mêmes, ayant passé par le même cheminement, nous avons soutenu, même en DUT ou en BTS. Donc, mettre plutôt des diplômés sur le marché, parfois qui n'ont pas eu droit à faire des stages, parce que ce n'est pas évident que les entreprises acceptent les stagiaires. Assez souvent, c'est pendant les vacances, il y a des échéances de temps, etc. Nous avons pensé et nous avons décidé de passer par l'entrepreneuriat pour avoir son diplôme au niveau de d'ISC Business School. En quoi faisant? Donc, on met les étudiants ensemble par groupe de 5. Il y a certains qui sont en communication et multimédia, d'autres qui sont en informatique, réseau et télécom, d'autres en gestion financière, comptabilité, et les derniers qui sont plutôt en marketing management. Donc, vous allez voir que c'est un groupe transversal à qui on va leur demander de choisir un projet avec un coach qui est là pour les diriger de A à Z. Et ce coach est à ma droite ici, M. Chekmar Soumano. Donc, pour pouvoir bénéficier de son diplôme, vous passez devant un jury. Et parmi les membres du jury, il y a un spécialiste de la communication qui voit comment vous faites les business plans de communication, un spécialiste du marketing qui voit comment vous faites les business plans. Donc, vous êtes arrivé au même constat qu'il est plus que jamais nécessaire d'enseigner l'entrepreneuriat. Et c'est totalement indispensable. D'accord. Et c'est cette démarche que nous avons adoptée depuis pour 6 ans maintenant. D'accord. Merci, voilà. Monsieur Koné. Je vous en prie. Ouais. Monsieur Touré, est-ce qu'on peut véritablement enseigner l'entrepreneuriat? Quand nous devons, par exemple, nous référer à ce que disait tantôt Dr Sissoko, c'est quand même quelque part une affaire de culture. Monsieur Soumano nous parlait des jeunes qui viennent, qui s'installent à leur compte, mais qui ne sont pas encore entrepreneurs, mais qui font quand même des activités génératrices de revenus. Est-ce que quelque part c'est quelque chose qu'on peut enseigner, l'entrepreneuriat? Merci Lisa, merci à mes prédécesseurs. Il faudrait comprendre que l'entrepreneuriat vient combler un besoin. Qui n'est pas entrepreneur? Si vous voyez qu'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que quelque part, l'État dans sa politique d'employabilité n'a pas marché. C'est pour cela aujourd'hui on parle d'emploi, on parle d'entrepreneuriat au niveau des jeunes et des universités. Alors pour revenir un peu à votre question, je pense qu'il est, comme il a dit, il est indispensable, sinon il est impératif pour nous aujourd'hui d'enseigner l'entrepreneuriat au niveau, même pas universitaire, au niveau plus bas. Il y a l'aspect culturel, puisque quand vous faites une analyse sur les communautés maliennes, il y en a d'autres dès au plus bas âge, on commence à les initier un peu à la recherche de la richesse, à comment gérer un peu ce qu'ils gagnent. Et je peux prendre un exemple typique sur les communautés soninké. Un enfant, s'il ne va pas à l'école, on l'amène au marché, on lui donne une petite caisse, chaque soir que Dieu fait, on lui fixe un montant qu'il verse. Et cet argent, on lui dit, bon voilà, cet argent va te servir un jour à démarrer. Donc, dès cet instant, il y a cet esprit d'entrepreneuriat qu'on est en train de créer en cet enfant sans pourtant se rendre compte. Et là où je veux qu'on se dissocie un peu, il y a aussi l'aspect contexte. Chaque pays ou chaque nation a sa façon de voir l'entrepreneuriat. En France et au Mali, nous n'avons pas le même contexte. Si nous devons voir cette éducation de la même manière que les Français, je pense qu'on pourra passer à côté. Moi, je pense qu'il faudrait, même si on devons l'enseigner, il faudrait le contextualiser et voir le besoin sur le terrain, afin que ceux-là qui vont sortir comme futurs entrepreneurs puissent travailler et puissent avoir un retour de ceux qui vont. D'accord. Merci, M. Touré. M. Soumano, il faut contextualiser l'enseignement, le coaching de l'entrepreneuriat à l'université, par exemple. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, ce qui est important aujourd'hui,
il est plus que nécessaire d'enseigner l'entrepreneuriat. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, le problème, quand on regarde un peu les échecs, les causes des échecs des entreprises jeunes, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de motivation derrière. Parce que l'entrepreneuriat est considéré comme étant un métier secondaire, en attendant d'avoir un métier normal comme être comptable, être juriste, être marketeur, etc. Donc je parle de un peu les causes par rapport à l'échec de l'entrepreneuriat jeune. Mais pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de l'enseigner? Vous savez, l'entrepreneuriat lui-même au Mali, dans le cadre de l'insertion professionnelle des diplômés, est devenu, s'est imposé de lui-même. Pourquoi? Je vais vous étonner en vous disant qu'il n'y a pas de politique nationale de l'entrepreneuriat au Mali, déjà. Et nous, on a fait le débat, on a fait le plaidoyer depuis 2013, je pense qu'on peut témoigner, nous avons toujours réclamé la création des ministères de l'entrepreneuriat. Et quand nous l'avons réclamé, certains ont dit non, ça va faire un ministère de trop. Mais ce n'est pas un ministère de trop, parce que c'était justement pour combler ce manque de politique nationale de l'entrepreneuriat. Pourtant, l'entrepreneuriat est un outil d'insertion mis en œuvre par les structures d'emploi. L'APEJ, l'ANPE, le PROSEJ. Et s'il faut mettre cet outil comme étant un élément d'insertion, encore faudrait-il qu'il y ait des moyens de mise en œuvre. Par exemple, quand nous regardons l'écosystème entrepreneurial jeune, pourquoi ça pêche? Parce que les gens vont parler de manque de financement et les gens vont parler de manque d'accès au marché. Par rapport au manque de financement, il y a 13 banques au Mali. Mais si vous regardez la part de portefeuille accordée aux jeunes entrepreneurs, c'est plus que dérisoire. Donc ça veut dire que la solution de financement ne viendra pas des banques. Et ça, c'est un financement classique. Pourtant, l'entrepreneuriat jeune s'accommode des outils innovants de financement, tels que, par exemple, les business angels, qui n'existent pas au Mali. Les business angels, les anges des affaires. Les anges des affaires, les business okay. angels. Okay. Ça, c'est un outil adéquat pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Ça n'existe pas. Le crowdfunding, aujourd'hui, qui est le financement participatif en ligne à travers Internet, est venu sans pour autant qu'une politique ne le prévoit. Donc, cela voudrait dire que le manque de politique nationale de l'entrepreneuriat a laissé tellement de choses que finalement, les choses se mettent, le contexte lui-même se crée. Le fait d'avoir enseigné l'entrepreneuriat, M. Kone l'a dit, et d'ailleurs, je me permets de féliciter, de saluer le président et le directeur de l'ISC, qui ont été très prévenants parce que quand ils imposaient ça, tout le monde se posait la question de pourquoi faire entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce n'est pas que l'ISC qui enseigne l'entrepreneuriat. Pratiquement beaucoup d'écoles enseignent l'entrepreneuriat parce que nous sommes en train de tenir le discours selon lequel l'entrepreneuriat est un métier, au même titre que comptable. Donc, à ce titre-là, je vois la nécessité de l'enseigner parce que quand vous l'enseignez, vous éveillez ce qu'on appelle l'envie d'aller vers ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on doit caricaturer, les jeunes Maliens sont formés à être des salariés. Ils vont se présenter sur le marché de l'emploi, on leur présente la réalité. Moins de 3% sont insérés dans le secteur formel, notamment le secteur privé, pour ceux qui concernent l'Orange, etc., qui recrutent, et la fonction publique, c'est moins de 3% qui sont recrutés. Donc tout ce lot-là, or, il y a 200 000 nouveaux diplômés qui se présentent sur le marché de l'emploi et qui viennent grossir au moins 3 millions qui attendent. Donc l'État même dit, moi, je ne peux pas donner l'emploi à tout le monde, donc il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et donc, la plupart de ces jeunes-là, c'est comme si on leur parle chinois. Parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, peut-être quand j'ai défini l'entrepreneuriat, certains ont compris le sens de l'entrepreneuriat. Mais on leur dit, mais là, allez-y vers l'entrepreneuriat. Donc, ils ne sont pas préparés à ça. Donc, l'enseignement de l'entrepreneuriat va permettre de résoudre un problème parce qu'on va préparer justement ces jeunes-là à aller. Mais cela ne va pas aussi sans politique. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il est important que le ministère de l'enseignement supérieur, avec le ministère de l'entrepreneuriat qui est déjà là, moi je suis très content que cela soit, se mettent en synergie pour qu'il y ait une politique spéciale dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Cela permet d'anticiper sur les cas futurs de chômage, parce que ceux-là qui vont s'intéresser à ça, par exemple, comme il a dit à l'ISC, ce n'est pas qu'en troisième année qu'on le fait, on le fait depuis la deuxième année. Donc, imaginez, moi, ça m'amuse en tant qu'enseignant, je pense que mes autres collègues aussi le font, en tant qu'enseignant de faire des jeux, créer une entreprise, de demander de citer, de voir les success stories, ça leur éveille. Donc, aux côtés de à part l'aspect académique et ludique, il y a aussi la réalité. Parce que c'est une réalité aussi. Hein. Si vous voyez Mark Zuckerberg, mais il est devenu milliardaire en milieu universitaire.
Facebook, là, c'est un projet universitaire. Il n'a pas attendu de terminer pour le faire. Et pourquoi pas, au Mali, on le fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On peut préparer des champions de demain. Et pour cela, et moi, je pense que, en espérant que les autorités de l'enseignement supérieur nous écoutent, il faudrait que cela puisse être formalisé parce que ça existe déjà. Que ça soit intégré dans les curricula de formation comme on enseigne le marketing, comme on enseigne la finance, comme on enseigne la communication, que l'entrepreneur aussi soit enseigné comme une matière, une discipline à part entière. Merci, M. Soumano. Docteur Sissoko, si nous pensons que l'entrepreneuriat est une réponse au chômage, mais quelque part, est-ce que nous évaluons toutes les raisons du chômage? Par exemple, quelque part, pourquoi ne pas mettre l'accent, mais aussi sur la bonne formation, plutôt que sur l'entrepreneuriat d'ailleurs? Parce que quelque part, est-ce que le chômage n'est pas dû à la mauvaise qualité aussi de la formation? C'est vrai que les gens qui ont l'habitude de m'écouter sur cette question vont voir une évolution dans mon discours. Oui, ben certes, on évolue tous en permanence. L'évolution dans mon discours, c'est lié à un élément essentiel, puisqu'au début de la politique de l'entrepreneuriat, quand on commençait à parler de l'entrepreneuriat, nous sommes quelques-uns à dire, attention, il ne faut pas tout mettre sur l'entrepreneuriat, puisque c'est une façon de se défausser sur nos propres responsabilités. En gros, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes au chômage, ben c'est de votre responsabilité. Vous n'avez qu'à entreprendre pour sortir du chômage. Donc vous avez vu, c'est l'idée qu'on peut retrouver derrière la notion, ou en tout cas l'orientation vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une évolution là-dessus, dans ma façon de percevoir l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire. Je trouve que ça peut être la solution. La solution en termes de professionnalisation, puisque vous parlez de la formation de qualité, mais ce que vous mettez derrière cette qualité de la formation, c'est la notion de professionnalisation des étudiants. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils apprennent à faire des choses, comment est-ce qu'ils apprennent pendant qu'ils sont en formation à développer des capacités cognitives, à développer des aptitudes qui leur permettent d'agir, de transformer donc les services existants en des ressources importantes. Donc tout ça, l'entrepreneuriat, puisque je reste avec vous. Tout ça par rapport à leur domaine qu'ils étudient déjà ou par rapport même à d'autres domaines? C'est pour cette raison que la réponse que je vais donner, c'est de dire que ce n'est pas l'entrepreneuriat qu'il faut enseigner en tant que tel. C'est toutes les dispositions qui vont être autour de l'entrepreneuriat. Et que finalement, l'esprit entrepreneurial ou la révolution entrepreneuriale, telle que je l'invite, en tout cas telle que je le pense, ça va être rendu possible par des ponts que nous allons créer avec les entreprises. Puisque vous savez, il y a des initiatives qui existent partout dans le monde. Je vais parler d'incubateurs d'entreprises, ou des pépinières d'entreprises, ou des juniors entreprises. Tout ça, ce sont des initiatives qui ont fait leurs preuves partout dans le monde, qui permettent à des étudiants de pouvoir participer à des projets entrepreneuriaux pour agir, pour se professionnaliser. Et on a vu un impact entre le fait de participer à une entreprise pendant qu'on est en formation et la réussite de son insertion professionnelle. Donc ça fonctionne en termes de développement des capacités cognitives des étudiants et en termes d'accès rapide à l'emploi. Pourquoi? Parce que on participe à un réseau, et à partir du moment où on participe à un réseau, l'information circule beaucoup plus facilement, et donc du coup, on en tire des bénéfices au moment de l'accès à l'emploi. La révolution entrepreneuriale, puisqu'il ne faut pas oublier cette notion de crowdfunding, vous avez dit, vous avez parlé de ça, mais le crowdfunding n'est jamais venu ici. Le crowdfunding est né ici. Il avait noté. Oui. Il est né ici, par contre. Le crowdfunding est né ici. Okay. Le crowdfunding, c'est quoi, en fait? Paris. C'est le pari, c'est la tontine. Paris des femmes. Bon, c'est ça l'origine. Et je crois que ceux qui ont créé le crowdfunding avec ce mot qui inspire tout le monde, s'inspirent de la tontine. Et à partir de cette tontine, on ne va pas nous l'apprendre ça. C'est pour cette raison, je pense qu'il faut être vigilant pour sortir d'une vision technocratique de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important, la politique, la dimension politique à mettre en place. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on développe des initiatives. De la même manière qu'on veut susciter l'initiative chez les étudiants. On ne peut pas leur dire prenez des initiatives si en même temps nous allons être dans une posture pour attendre des politiques institutionnelles pour organiser cela. Bien sûr que c'est important. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on invite nos étudiants à développer cette démarche, mais en les préparant, en les accompagnant un peu plus. Mais par des pépinières d'entreprises, c'est-à-dire des organisations qui vont se mettre en place et qui vont développer des capacités de financement
des entreprises étudiantes et qui vont accompagner des initiatives étudiantes et qui vont leur permettre d'entreprendre, mais dans tous les domaines. Ce que vous avez souligné aussi, et là j'aurais fini, vous avez souligné une dimension qui était intéressante, c'est qui distingue celui qui fait une entreprise dans l'ordre de l'informel et celui qui crée de l'entreprise véritablement selon des conditions liées à l'éducation. Oui, mais aujourd'hui, cette éducation, c'est tout au long de la vie, cette éducation s'augmente progressivement au fil de la vie. Aujourd'hui, l'un des plus riches au Mali, qui n'a pas été à l'école, son chiffre d'affaires par jour, c'est 100 millions de francs CFA par jour. Il n'a jamais été à l'école, mais il a plusieurs entreprises. Et donc, du coup, pourquoi? Parce qu'il a développé des entreprises, il a transformé des situations problématiques en des solutions. Et il a proposé des services et ça fonctionne. Et c'est ce que nos étudiants doivent faire dans les établissements. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. C'est à nous de les accompagner. Aux enseignants d'avoir cette ouverture d'esprit. Aux politiques de nous accompagner là-dessus. Et puis aux entreprises de ne pas avoir peur de l'entreprise, de l'université, pardon. Donc il faut qu'on crée ces ponts. D'accord. Vous aurez tout de suite, la parole. Monsieur Koné, alors en écoutant en fait toute cette thèse sur l'entrepreneuriat et notamment en milieu universitaire, ça donne l'impression qu'il s'agit de certaines filières, quoi. Par exemple, que pensons-nous de certaines filières telles que la littérature, ceux qui étudient la littérature, ceux qui étudient la médecine, ceux qui étudient même la théologie? Est-ce que nous pensons à l'entrepreneuriat avec ces gens et comment? Alors, il faudrait savoir que dans le système scolaire malien, il y a l'enseignement supérieur privé, il y a l'enseignement supérieur public. Avec l'enseignement supérieur privé, ça va plus vite. C'est plus innovant. Alors, aussi, il faut reconnaître que moi, je ne suis pas une université en tant que telle. Nous sommes plutôt un institut ou grande école. Normalement, même pour accéder à ce genre d'institut, il faudrait passer souvent par des classes préparatoires ou même souvent sur concours. Non, certes, étant donné que nous sommes business school, les recteurs de l'ISC, mais là la question se pose à l'intellectuel, pas seulement au recteur. D'accord. Voilà, pas seulement au recteur de l'ISC, pas par rapport à la politique de l'ISC. D'accord. Mais ça dit comment enseigner, par exemple, l'entrepreneuriat, parce qu'apparemment on est tous d'accord qu'il faut enseigner l'entrepreneuriat. En tout cas, il faut apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes. Mais ceux qui partent faire des filières comme la littérature... Je vous comprends, j'en viens. En fait, moi j'étais en train de dire que nous, en tant que business school, ou certaines écoles étant business school, c'est dans notre corps de pouvoir le faire facilement. Mais dans certaines structures ou dans certaines filières, la démarche n'est pas aussi évidente. Moi, je ne suis absolument pas d'avis qu'on amène l'entrepreneurship dans le domaine de la médecine. Ce sont des gens qui prêtent le serment d'Hippocrate. Nous savons exactement comment ça se passe, ce milieu au Mali. Si nous leur inculquons, en plus de ça, de passer par l'entrepreneuriat, la vie humaine étant sacrée, nous allons voir des dérives pas possibles. Justement. Donc je suppose que certains domaines ne vont pas forcément avec. Quand on parle de police, ce sont des agents des forces de l'ordre, mais il y a école de police. Allons-nous enseigner l'entrepreneuriat dans l'école de police pour qu'ils prennent 1000 francs à tout le monde? Non, ça ne s'y adapte pas, ça ne colle pas à cette réalité. Mais par contre, quand je vois l'IPR de Katebougou, Institut Polytechnique Rural, nous sommes dans l'agro-business. Et la vocation économique de notre nation, c'est que le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Il est évident que nous devrons encourager l'agro-business en mettant plutôt ces pratiques à l'école IPR de Katebougou, c'est fondamental. Quand je vois l'ENI, nous avons des entrepreneurs de BTP. Parfois, nous donnons le marché à certains pays ou à certaines boîtes de certains pays qui reviennent voir nos entrepreneurs pour sous-traiter avec eux. Donc, j'estime aussi que dans une école comme l'ENI, nous devrons enseigner à ces futurs entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'ils sont dans BTP et dans beaucoup de choses, comment devenir entrepreneur et ne pas compter seulement sur l'État. Voilà. Quand vous me parlez également des sections de littérature ou d'art, il y a le Conservatoire des Arts Bala Faseke. Picasso n'est pas sorti ex nihilo. Il faudrait les apprendre comment ce tableau on peut le valoriser. Il y a des gens qui ont les mêmes talents que Picasso, que Salvador Dali. Quand tu vois leur tableau, tu vas dire waouh. Mais seulement ce n'est pas écrit Picasso. Le même tableau de Bourama Diabaté, du Conservatoire des Arts, on efface son nom, Bourama Diabaté, on écrit Picasso, les gens seraient prêts à mettre 30 000 francs dans l'œuvre. Donc ces gens-là aussi, il n'est pas normal qu'ils finissent et qu'ils tendent la main.
ils peuvent et ils doivent faire de l'entrepreneuriat. D'accord. Entre autres. Merci, M. Koné. M. Touré, Oui. alors, il faudrait voir la question en termes de filière. Est-ce que finalement, en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat, au détriment, je dirais, de la formation, parce qu'apparemment, comment concilier les deux, en fait? Comment apprendre aux jeunes à être entrepreneurs, donc chercheurs d'argent, et à être chercheurs de connaissances? Alors, c'est pour cela que j'ai dit au départ, il faut contextualiser. Et ça ne sert à rien de créer des entrepreneurs qui ne répondent pas aux besoins locaux. Alors, nous sommes un peuple ou bien une nation agro-silo-pastorale. Est-ce que ce serait intéressant de créer des entrepreneurs dans le numérique seulement? Je me dis non, parce qu'il faudrait que la valeur ajoutée de ces entrepreneurs puisse profiter à la communauté. Donc, contextualiser et regarder les besoins. Je serais d'accord qu'on essaie, quel que soit Alpha. Et comme il l'a dit, un entrepreneur n'a pas besoin de savoir dire que j'ai fait littérature ou ça. Non. Le besoin qui est là, selon ton domaine, tu le dis. Mais il y a des domaines à qui on ne doit pas permettre. Puisque la déontologie et l'argent, souvent, ne font pas bons amis. Un docteur, avec l'argent, c'est autre chose. Il va de soi qu'à un moment donné, il va vous dire, bon, j'ai investi plus de 2 millions là-dedans, il me faut retirer d'abord. Il me faut récupérer mon investissement, après penser à la déontologie. Alors, pour moi, je serais d'accord à ce que ceux-là qui ne doivent pas, qui prêtent serment, on les condamne. Donc des filières à écarter, carrément des activités, à écarter carrément de cette notion d'entreprise. En ce moment, parce que c'est des secteurs qui parlent un peu de la souveraineté même du peuple. La police, la gendarmerie, les militaires ou la médecine, si on les permet d'entreprendre, Robert, je m'excuse, ça va être autre chose. Mais maintenant, au-delà même de ce fait, ma question c'était aussi, ma question était relative à un fait. C'est-à-dire, pourquoi vouloir apprendre à tout le monde à chercher de l'argent? Parce qu'entrepreneur, ça sonne dans ma tête quelqu'un qui cherche seulement de l'argent. Bon. Et pourquoi ne pas permettre aussi aux gens à chercher la connaissance, même si cette connaissance-là n'est pas pour devenir quand même milliardaire? D'abord, il faut dépasser un peu cette définition typiquement argent. L'entrepreneur, je l'ai dit, il vient répondre à un besoin. C'est en fait un leader. C'est un leader qui essaie de redistribuer ou de repartager ce qu'il gagne en s'auto-employant avec d'autres personnes. Alors, s'il faut mettre tout ça dans le panier argent, je pense que ce ne serait pas intéressant. Il faut voir le besoin selon le secteur et que l'État joue son rôle, parce qu'il y a une partie qui est carrément réservée à l'État. Comment dirais-je, un docteur, c'est l'État qui doit le prendre en charge. La communauté doit le prendre en charge, mais s'il se met à faire et la médecine et l'argent, je ne pense pas que ça va marcher. D'accord, merci. C'est ma position. Alors, M. Soumano, vous voulez réagir d'abord à un propos? Alors, je vais réagir sur l'ensemble des... D'abord, je suis parfaitement en déphasage avec ce qu'eux disent, le soutien. Moi, je suis monsieur le recteur et puis M. Touré. D'accord. Quand on me dit aujourd'hui qu'il faille éliminer du champ entrepreneurial de la médecine, c'est comme si ils soutenaient la même thèse qu'il faille éliminer du champ entrepreneurial l'enseignement privé. Ça veut dire la même chose. Parce que quand on le sait, moi je suis au contraire, c'est ce qui doit être soutenu. Parce que si vous prenez aujourd'hui la santé, pourquoi? Vous savez combien le Mali perd, les opérateurs économiques maliens, s'ils étaient des bons businessmen, combien ils allaient gagner au Mali? Parce que si vous regardez tout cet argent qui part vers les cliniques tunisiennes, vers les cliniques marocaines, les cliniques françaises et américaines, quand on a fait le dernier point, c'était au moins entre 100 et 200 milliards que les Maliens partaient investir, enrichir ces cliniques tunisiennes, marocaines, dans le domaine de la médecine. Mais ces gens qui reçoivent ces fonds-là, ce n'est pas des hôpitaux publics, je suis désolé, c'est des cliniques privées. Et on a tellement bien compris que Golden Life aujourd'hui est en train de récupérer une bonne partie. Et ce qu'il faut même, ce que je dirais... En fait, ils avaient souligné un contexte, le contexte malien. Non, je l'explique. Et d'ailleurs, contrairement à ceux qui soutiennent
Il y a des filières aujourd'hui qui nécessitent, dans les filières de formation, il est important d'enseigner l'entrepreneuriat. Alors, je m'en vais aussi dire que ce n'est pas parce qu'on vous enseigne l'entrepreneuriat que vous devenez entrepreneur. Moi, je suis de l'école de ceux-là qui pensent que nous naissons entrepreneurs, mais nous ne devenons pas entrepreneurs. Je vais expliquer ça. Parce que l'entrepreneuriat, déjà, c'est une fibre. D'ailleurs, il y a une thèse qui dit que 1% de la population qui pourrait être des entrepreneurs. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'ambition ou de vouloir l'être. Il y a d'autres conditions qui sont réunies. C'est comme aujourd'hui, quand vous avez l'élection présidentielle, il y a combien de candidats à la candidature? Il y a combien de candidats qui cherchent à être président? Mais est-ce que tout le monde deviendra président? Non, il y a une sélection naturelle. Donc, par contre, aujourd'hui, il est nécessaire que, comme il a indiqué à l'ENI, au niveau de l'IPR de Katibougou, au niveau de la faculté de médecine et de la faculté de pharmacie, que l'entrepreneur soit enseigné, parce que 80% justement de l'école, des sortants de l'école de médecine et de l'école de pharmacie sont tous soit des détenteurs de cliniques ou des prestataires privés. Il faut qu'on leur explique les règles de jeu. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je tiendrai une autre chose. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le fait de vouloir, aujourd'hui, nous, le bienfait d'apprendre aux étudiants à entreprendre, ce n'est pas forcément de les laisser, de leur tenir le discours, de ne pas chercher la connaissance, de chercher à être des milliardaires, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt de les préparer à comprendre le discours qui leur sera tenu sur le marché de l'emploi. Et quel est ce discours? Mais ce discours aujourd'hui, indéniablement, tous ces jeunes qui vont frapper à la porte des structures de l'emploi, on leur dit, on ne peut pas vous donner l'emploi salarié, allez-y vers l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez tous ces gens, parce que c'est là où justement aussi la politique d'insertion a échoué, parce que nous n'avons pas compris que l'entrepreneuriat est quelque chose de sélectif, que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et tellement qu'on n'a pas pu tenir ce discours-là de façon claire, les jeunes ont pensé à un moment donné, quand j'amène mon projet, je me dois d'être financé. Et si je ne suis pas financé, ça veut dire que ces structures ne servent à rien. Et je pense que beaucoup de structures publiques servent justement de cette mauvaise politique de compréhension justement de la part des jeunes. Donc si, au niveau de l'enseignement supérieur, on les prépare en leur disant, voilà, comprenez que le marché de l'emploi, il est difficile, il est même catastrophique, mais la voie royale qui vous permettra de vous créer votre propre chemin, c'est l'entrepreneuriat. Mais sachez aussi que n'est pas entrepreneur qui le veut. Il y a des difficultés. C'est pour cela que nous avons mis en place des initiatives depuis 2015 qu'on a appelé le coup de pouce, qui consiste à faire des concours entrepreneuriaux entre les universités pour au moins qu'ils comprennent que c'est aussi quelque chose d'excellent. Et maintenant, nous sommes allés plus loin, parce qu'on a compris que seul le fait de faire ce concours qui n'est pas bien connu, mais on a décidé d'ajouter ce qu'on appelle une émission de télé-réalité. Et d'ailleurs, c'est Africap qui va diffuser cela. On a appelé ça la compétition entrepreneur milieu universitaire. Donc aujourd'hui, nous avons obligé les étudiants à se mettre en groupe de 3 pour compétir. Ils s'inscrivent, ils vont choisir une idée de projet qu'ils vont essayer de mettre en ensemble. Parce que l'un des défis aujourd'hui, ce n'est pas de demander à un jeune étudiant d'aller vers l'entrepreneuriat, mais c'est de l'amener à se mettre en communauté, c'est-à-dire à se mettre avec les autres. Et je pense que cet exemple a été bien réussi au niveau de l'IEC, parce qu'aujourd'hui, à l'IEC, décidément, je ne serais pas d'accord avec vous. IEC, cet exemple est reçu. Non, mais ça prend à la communication. On veut de l'information. D'accord. Alors, maintenant, au niveau de la pratique aujourd'hui, c'est un exemple réussi de pouvoir mettre en commun les étudiants. Et comme on l'a dit, seul on va vite, mais plus seul on atteint ce qu'on veut. Donc encore une fois, je ne suis pas d'accord. Alors, pour finir avec l'histoire de la police et de la gendarmerie, mais en fait, vous n'avez pas bien compris. Parce que la police et la gendarmerie, c'est le public, c'est des fonctionnaires. Il est interdit d'enseigner l'entrepreneuriat aux fonctionnaires parce que c'est même interdit dans les textes. Donc l'exemple n'est pas bien à propos. Parce qu'un policier, il est fonctionnaire. Et vous voyez que dans les textes au Mali, il y a une incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et le statut d'entrepreneur. D'accord, merci M. Soumano, Dr Sissoko. M. Soumano dit que l'entrepreneuriat, c'est avant tout aussi une question des fibres. Il parle aussi, en fait, du fait que à peu près 1% de jeunes arrivent à être entrepreneurs. Ne voyez-vous pas d'inconvénient alors à vouloir mettre l'accent sur l'enseignement de l'entrepreneuriat? Alors, si des gens sont nés sans avoir cette fibre, si on sait que sur le marché, c'est seulement 1% qui arrivent à être entrepreneurs,
n'est-il pas mieux, franchement, de mettre l'accent sur la bonne formation des jeunes plutôt que de leur enseigner l'entrepreneuriat, sachant que le résultat n'est pas vraiment sûr? Oui. Mais c'est intéressant puisque je ne suis pas d'accord avec mon ami. Pour moi, tout le monde peut être entrepreneur, en fait. Tout le monde peut entreprendre et réussir des projets. Parce qu'en fait, chacun des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, chacun des universitaires, le message que j'ai envie de leur porter, c'est qu'ils peuvent totalement transformer leur passion en quelque chose de socialement utile. N'oublions pas qu'on est dans un nouveau monde. Certains disent, oui, transition numérique, est-ce que ça peut être utile pour nous? N'oublions pas que les agriculteurs, demain, ils reçoivent des textos leur alertant quand il faut collecter, quand il faut s'aimer, quand il faut faire des choses. Donc dans nos villages, au fin fond de la savane, nos villageois, c'est pas péjoratif, sont connectés au numérique, sont connectés à des outils, à des services qui leur sont utiles. Donc tous les étudiants peuvent devenir des entrepreneurs, des entreprenants. En tout cas, on ne sait pas s'ils vont réussir totalement à faire de l'explosion comme Facebook, le créateur de Facebook l'a fait. Ils ne vont pas tous devenir des milliardaires, mais ils peuvent proposer des services qui sont socialement utiles et vivre de ces services et vivre de leur passion. C'est ça en fait la question de l'entrepreneuriat, de mettre en place un business qui leur permette de s'assurer quelque chose de socialement utile. La vocation, parlons de la vocation. Parce que si on dit une personne ne peut pas devenir entrepreneur, mais quelle est sa vocation première? La vocation première d'une personne, ce sont des activités qui lui font plaisir. Ce sont des activités dans lesquelles la personne s'épanouit. Et donc, si la personne s'épanouit dans une activité, par exemple, de vente de cacahuètes, je reprends encore cet exemple, ou de vente de bananes dans la rue, et que la personne est partie faire des études, il ne va pas vendre les bananes comme n'importe qui le ferait dans la rue. Donc il va pouvoir s'appuyer sur ses connaissances peut-être académiques, pour pouvoir proposer un service qui soit plutôt intéressant et qui apporte de la valeur ajoutée. Et je crois que le message apporté aujourd'hui, c'est cette révolution, puisque nous avons vu, beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Il suffit de se mettre devant nos portes pour voir tous les business, tout le potentiel business à mettre en place. Ça veut dire que demain, on peut créer des services dans tous les domaines pour les étudiants. Et ça, je crois que c'est cette initiative, c'est cette démarche qu'il faut impulser auprès de nos étudiants pour que finalement, avec de l'accompagnement, ils puissent créer des services, mais dans tous les domaines. Ils peuvent le faire. Et les études, ceux qui ont envie de poursuivre les études et de pouvoir intégrer des entreprises, mais ce n'est pas dramatique, ils vont pouvoir le faire. Et donc cette mobilité, puisque l'ancien temps, c'est qu'on se formait pour accéder à un emploi et on restait longtemps dans cet emploi. Et aujourd'hui, on est dans une mobilité professionnelle. Et cette mobilité professionnelle, toutes les expériences qu'on va pouvoir développer, expériences entrepreneuriales, vont être efficaces au moment de l'accès à l'emploi. Et c'est ça en fait qu'il faut développer chez nos jeunes, mais qu'ils entreprennent. L'exemple typique, moi j'en ai fait à l'université, j'ai eu la chance de pouvoir porter des initiatives. Quand je suis allé dans mon université, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas de vie culturelle. Et quand j'étais jeune au Mali, j'aimais bien organiser des soirées étudiantes. Et donc j'ai dit, mais tiens, on fait une vie culturelle. Eh bien, on a créé une organisation associative qui a permis de faire un certain nombre de projets et nous avons récolté de l'argent et ça nous a permis de financer parfois des vacances. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la création de services dans l'ordre de l'économie, on peut parler de l'entrepreneuriat social aussi. Donc ça veut dire qu'on va proposer des services socialement utiles. Par exemple, dans le domaine de la santé, par exemple dans le domaine de l'accès à l'éducation, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés là-dessus, ou dans le soutien de l'éducation de la femme dans le secteur de l'éducation, eh bien, les petits stylos portent cette initiative. Donc vous avez vu, donc on peut porter un certain nombre d'initiatives socialement utiles aussi. Merci, docteur Sissoko. Je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 11 minutes que nous allons donc nous partager. Donc, monsieur Koné, alors sur la base d'une dernière question. Alors, tout ça, c'est pour que les jeunes quand même puissent éviter le chômage. Que ce soit des choix par vocation, que ce soit des choix par l'entrepreneuriat, comme vous le dites, que ce soit par la bonne formation. L'objectif, c'est que les jeunes aient un emploi, n'est-ce pas? Alors, entre ces trois, vocation, entrepreneuriat, formation, en tant que recteur, vous mettriez l'accent sur laquelle de ces options, puisque c'est de nombreux jeunes étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Alors, quel est votre message
à l'endroit des jeunes pour qu'ils évitent le chômage? Question plateau. Ok, permettez-moi de revenir sur ce qui vient de se dire en amont. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de souci. L'histoire nous regarde. Ça, c'est un débat témoin qui sera sur YouTube, que les gens verront même dans 20 ans. Ouais. Il est bon que nous partons ayant recadré les choses. Vous, dans vos propos, vous avez tendance à dire que ne mettons pas l'accent sur l'entrepreneuriat au détriment de la bonne formation. Pour moi, tout va de pair. Okay. Voilà. La bonne formation aujourd'hui, surtout dans une business school, l'entrepreneuriat y fait partie, même à 70%. Et c'est ce que je disais, en ce qui nous concerne, vous n'aurez jamais votre diplôme si vous ne soutenez pas dans un cadre d'études sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu un terme à la mode. Incubateur est devenu un terme à la mode. Business Angels est devenu un terme à la mode. Mais quelle compréhension en faisons-nous dans notre pays qui comprend parfois les choses de travers? Donc c'est pour ça, j'ai dit, entrepreneuriat c'est bon. Moi je suis 4000% convaincu de ça, mais pas tout azimut. Ça va venir peut-être plus tard. Mais il y a certains secteurs, mieux vaut que ça ne vienne pas aujourd'hui parce que l'interprétation qu'on pourrait y faire ne tiendra pas la route. Nous, on vous dit, c'est un module qu'il faut valider avec un crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, on va demander par exemple à un étudiant de médecine, tu n'auras pas ton diplôme parce que tu n'as pas compris l'essence des affaires? Peut-être ça viendra dans 20-30 ans, mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Ça, c'est un point de vue sur lequel je suis 100% convaincu. Quand je disais les forces de l'ordre, etc., comme ça devient un terme à la mode, les gens pourront dire qu'à nous aussi, ce sera important qu'on y aille. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont exclus. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, eux, il ne faut même pas qu'ils rêvent. Ça ne sera pas dans ce domaine-là. Donc, le message que moi, j'ai à passer aux téléspectateurs d'Africab, du Mali et du monde entier, s'adresse aussi aux parents. Parce que c'est une éducation financière. Il faudrait, dès le bas âge, inculquer ça aux enfants. Si je prends le cas de l'Allemagne, c'est depuis la 4e année de l'école primaire qu'on sait ceux qui seront col bleu et col blanc. Mais les gens ici rechignent à entreprendre. Ils pensent qu'il y a des entreprises qui sont les symboles de l'aisance, fortune, bonheur, où ils préfèrent postuler à défaut de pouvoir aller à la douane, aux impôts, etc. Donc, il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas qu'aller offrir ces services dans une entreprise, nous pouvons créer et utiliser d'autres. La preuve, si on compte les 100 milliardaires du Mali de 60 à aujourd'hui, 90% n'ont jamais entendu le mot management. D'accord. Merci, Monsieur Koné. Monsieur Soumano, en 2 minutes. D'accord. Votre adresse à l'endroit. Moi, c'est que je voudrais dire, aujourd'hui, je suis dans une autre logique. Moi, je pense que moi, je suis dans la conciliation, formation, insertion, entrepreneuriat. Pourquoi? Tout ce qu'il y a comme bonne initiative aujourd'hui, les concours entrepreneuriaux, si vous regardez toutes ces initiatives au niveau du ministère de l'économie numérique, au niveau du ministère de l'emploi, au niveau du ministère du secteur privé, on met les 70 à 80% des compétiteurs ou des lauréats sont des étudiants, ils sont tous en milieu universitaire. Et en général, pour ceux qui concernent des concours d'innovation, ils sont encore étudiants, ils sont au niveau des écoles de techniques. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, si vous regardez le nombre de prix qui est donné, le nombre de talents qu'on essaie de sortir justement de ce concours-là, le nombre d'entreprises créées effectivement ne suit pas. Et moi, je suis un peu peiné de voir que nous ne parvenons pas encore à opérationnaliser cela. Parce que vous l'avez dit, moi, je suis convaincu que l'entrepreneuriat est un outil d'insertion, de création d'emplois. Et donc, il y a eu des initiatives qui ont commencé, mais il faudrait que ces initiatives puissent aller au bout. Et sans l'accompagnement d'une volonté politique, on ne pourra pas arriver. C'est pour cela, déjà, on n'a plus besoin de consacrer, de prendre un acte administratif pour dire qu'il faudrait enseigner l'entrepreneuriat, parce qu'on est tous unanimement d'accord que n'est pas l'entrepreneur qui le veut. Au même moment, il n'y a pas aussi de filière privilégiée, parce que le plus grand entrepreneur malien, c'est celui qui n'a pas été à l'école. On le sait. Si vous citez les meilleurs, ils ne sont pas allés à l'école. Comme il a dit, ils n'ont pas parlé d'initiatives. Maintenant, nous, pour notre part, ce que nous avons fait, nous essayons de démultiplier des initiatives novatrices. Et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure d'un concours avec une émission en réalité. Si on le fait au niveau Mali entre les étudiants, mais va se poser la question de prendre en charge les étudiants qui sont à l'extérieur, la diaspora. Donc, personne ne les prend en compte. Il faudrait aussi que nous qui allons donner cet exemple-là,
nous allons donner un premier signal fort que les autorités, notamment ceux qui ont en charge, celles qui ont plutôt en charge les Maliens de l'extérieur, notamment la diaspora étudiantine, puissent aussi réfléchir à comment on va faire revenir ces étudiants-là par le biais de l'entrepreneuriat. Et déjà, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment, à tout prix, éviter le chômage? Alors, ce qui est sûr, le marché de l'emploi, il est catastrophique. Et d'ailleurs, si je paraphrase le prix Nobel de l'économie, qui était un professeur français, qui l'a dit. Il dit que le marché de l'emploi français, il est catastrophique. Si le marché de l'emploi français est catastrophique, qu'en est-il le marché de l'emploi malien? Je n'ose même pas trouver un qualificatif pour ça. Maintenant, la solution pour les jeunes, pour qu'ils n'aillent pas vers le chômage, c'est une gageure, hein, mais a priori, on peut se donner la peine d'espérer, c'est qu'ils empruntent la voie entrepreneuriale. Mais que l'empreinte de cette voie entrepreneuriale se fasse sur la base aussi d'un critère sélectif. Que tout le monde se dise, je ne peux pas être entrepreneur, même si vous tentez, parce que c'est ça aussi, le fait de tenter le diable fait que nous avons des taux d'échec qui sont assez élevés. Merci, M. Soumano. M. Touré, oui. Que faut-il faire pour éviter le chômage? Permettez-moi juste 2 secondes. Hein. 2 minutes quand même. 2 minutes, n'est-ce pas? Juste pour répondre un peu au grand frère, pour lui dire que le fait que nous voudrions que la médecine soit exclue de ça, je serais d'accord que l'État s'assume. Si nous avions des bons médecins formés et à qui nous avons donné les meilleurs moyens de travail, je ne pense pas si on va perdre 200 milliards ou 100 milliards pour aller investir de l'autre côté. Ce côté, l'État doit s'assumer. Je m'arrête là. Alors, que faire? Et c'est une équation difficile parce que on a de ce côté les quelques-uns qui ont osé tenter, qui ont échoué, qui ont leurs leçons, qui n'ont pas d'accompagnement. Il faudrait qu'on arrive à concilier. Chaque partie joue son rôle. L'État en tant que tel doit créer les conditions. C'est vrai, ce n'est pas simplement faciliter la création de l'entreprise. Si on facilite la création de l'entreprise, il faut qu'on facilite l'accompagnement de ceux-là qui osent aller vers l'entrepreneuriat aussi. Donc c'est ce que j'ai à dire, que l'État s'assume, qu'ils accompagnent. Maintenant, c'est eux-là aussi qui ont eu la chance de réussir, qu'ils acceptent prendre et d'accompagner les tout petits. C'est tout ce que j'avais à dire. Et merci pour le plateau. Merci, M. Touré. Docteur Sissoko, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment éviter le chômage? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher finalement à éviter ou à accepter le chômage. Le monde évolue, ce monde change. Ce monde change de façon considérable. Et je crois que les jeunes doivent comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est la porte de sortie pour nous, face aux crises dans lesquelles nous sommes plongés depuis des décennies, c'est par l'entrepreneuriat. Pas seulement au sens technocratique, hein, mais le fait d'entreprendre et de réagir face aux situations qui nous minent. De réagir par des solutions, de trouver des solutions partout. Et tout le monde est mis en contribution pour cela. Ce n'est pas une vision élitiste, et moi je m'oppose à cette vision élitiste qui consiste à penser que seule une minorité peut réussir à faire un certain nombre de choses. Je crois qu'aujourd'hui le Mali est arrivé à un point où nous devons collectivement tous agir pour sortir nos pays de ces situations dramatiques. Et on peut le faire par l'entrepreneuriat. Et ça, c'est le premier message que je voulais adresser à l'ensemble des jeunes ici, c'est qu'ils peuvent tous agir. Ils peuvent tous agir face aux situations qui sont problématiques pour les transformer. La deuxième chose que j'ai envie de leur dire, et ça s'adresse à tout le monde, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions qui existent. Il y a des organismes banquiers qui existent. Il y a des fonds qui ont été mis en place sur l'apprentissage qui existent. Il y a des programmes spécifiques. Je vais citer le procès, je vais citer l'APEJ, je vais citer le Pôle emploi qui existe. Il y a des universités qui sont là, avec une massification d'étudiants. Il y a des entrepreneurs qui ont de très grandes entreprises et qui portent d'excellentes initiatives. Je peux citer l'initiative de l'Université virtuelle du Mali qui a été créée juste il y a quelques jours. Ce sont des initiatives qui existent. Nous gagnerons à rapprocher ces différentes initiatives pour pouvoir développer cet esprit entrepreneurial. Ne restons pas tous dans nos coins, dans nos maisons, de façon cloisonnée. Nous devons traiter cette problématique de nos crises multidimensionnelles de façon transversale. Ça veut dire créer du lien avec l'entreprise, ça veut dire mettre
en contribution ces différentes dispositions qui existent pour pouvoir agir au sein des universités. Et aux collègues universitaires aussi qui nous regardent, n'ayons pas peur des entreprises. Nous devons les approcher. Nous devons créer en fait des services au sein de nos établissements qui permettent de créer plus de ponts avec ces entreprises. Pas seulement dans l'établissement privé, dans le service public, nous pouvons le faire et nous pouvons réussir. Et je crois que c'est l'appel à lancer. C'est cette synergie qu'il faut organiser autour de l'entrepreneuriat pour que les jeunes étudiants, on ne va pas attendre la fin du diplôme pour pouvoir créer des entreprises. Pendant qu'ils sont en formation, on va les accompagner pour qu'ils développent des services. Et je crois que demain, il faudra qu'on arrive à le faire, à le développer ensemble. Mais tous ensemble, avec une synergie. Merci, docteur Sissoko. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission Théma d'Africa Télévision qui ce soir portait sur le thème l'entrepreneuriat en milieu universitaire, enjeux et perspectives avec comme invité M. Cheikh Oumar Soumano, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, OJEP. Il est promoteur de cabinet de conseil en entreprise COS Solutions. Il est également enseignant de l'entrepreneuriat dans plusieurs universités privées et publiques au Mali. Nous étions en compagnie également de M. Ibrahim Nabiou Touré, économiste, analyste, directeur technique de l'ONG IRAD, Initiative Recherche Appui au Développement, et M. Cheikh El Mokhtar Koné était notre troisième invité, professeur d'enseignement supérieur, recteur d'ISC Business School, commissaire à la communication de l'AEPS, association des établissements privés de l'enseignement supérieur. Et enfin, nous étions en compagnie du docteur Tchefin Sissoko, docteur S-Sciences de l'éducation, fondateur de la Fondation Les Petits Stylos, enseignant-chercheur, auteur, entre autres, de La jeunesse, l'enseignement supérieur et l'économie au Mali, publié en 2018. Et en 2016, il publiait Penser l'État, penser la jeunesse. Monsieur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je voudrais quand même vous dire ceci. On dit très souvent 12 métiers, 13 malheurs, mais moi j'ajouterais 14 bonheurs forcément. Peinons, souffrons, mesdames, messieurs, et réussissons. De toute la façon, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut que nous réussissions. Mesdames, messieurs, nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À bientôt. Thank you.